Alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce, je ne sais plus, quatrième cercle. Clémence, Oui, dites-moi. c'est ça. Quatrième cercle Grand Ouest. Alors je suis d'autant plus ravie de vous accueillir que c'est quand même mon sujet de prédilection, hein, les enjeux sociétaux et plus globalement l'ESG. Et donc, sur un format peut-être un peu particulier aujourd'hui, puisque on s'est dit qu'il était temps, compte tenu de l'actualité, compte tenu de l'avancée des travaux, hein, de partager les travaux du club ESG. Alors, club présidé par Françoise Malrieux et Hélène Auriol-Potier, voilà, mais dont Gaëtan Congar et moi-même faisons partie. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était une bonne opportunité de partager ces travaux et puis de voir dans quelle mesure on peut s'approprier dans l'Ouest ces travaux et questionner finalement le rôle des administrateurs dans les transitions sociétales. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, je suis Cécile Vacher, je suis présidente de l'IFA Grand Ouest, présidente régionale de l'IFA Grand Ouest, et je suis donc effectivement membre du club ESG. À mes côtés, donc Clémence déjà aussi, hein, qu'on entend et qui nous aide beaucoup. Merci à notre directrice du développement régional. Mais à mes côtés également Gaëtan Congar, qui est administrateur de la Croix-Rouge, membre du club ESG. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et Bruno Hugues de la Rose, président, directeur général d'IDEA Group et administrateur IFA, et aussi un membre, et c'est aussi à ce titre qu'il témoignera, hein, membre fondateur, je crois, des dirigeants responsables de l'Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour Cécile, bonjour Gaëtan, bonjour chacune et chacun, Clémence aussi, tous ceux que je n'ai pas vus encore. Voilà, et je n'ai pas précisé que j'étais également administratrice de l'Argo, voilà, dans l'Ouest. Alors pourquoi on a prévu en fait d'abord de partager les travaux, ensuite une interview avec Bruno et puis un échange qu'on espère riche avec vos propres expériences, voilà. Donc pourquoi intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans les travaux du Conseil? Alors déjà, on peut peut-être repartir de la loi Pacte. Jusqu'à présent, en fait, avant 2019, l'État légiférait de manière un peu thématique sur la responsabilité sociétale. Et là, en fait, depuis la loi Pacte, on a cette fois un cadre juridique qui a changé la définition de l'entreprise, hein, et donc de toute entreprise, puisqu'il dit que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Voilà, donc là, ça change un peu tout, puisqu'en fait, finalement, on doit, pour une entreprise, concilier les enjeux sociaux et environnementaux des activités et puis l'intérêt propre de l'entreprise indépendamment de l'intérêt des actionnaires. Et alors, c'est précisé par l'article L225-35 du Code de commerce, pardon pour ces précisions, mais qui dit que finalement, cette responsabilité de gérer le triptyque pour orienter les activités de la société, ben, finalement, c'est au conseil d'administration qu'elle incombe. Et alors, certes, cet article s'applique pour les sociétés anonymes, mais au-delà de la lettre, je pense qu'il faut quand même considérer l'esprit de la loi, qui est de dire, bah, finalement, les enjeux de long terme doivent être intégrés à la stratégie par l'organe de gouvernance responsable de la stratégie. Et donc, c'est le conseil d'administration. Donc, si on étend un peu le propos, bah, évidemment, enfin, ça peut être le directoire s'agissant des SA à directoire, mais on peut aussi dire que voilà, à partir de là, tous les administrateurs en charge de la stratégie dans les assos, dans les fondations, dans les coopératives, etc., ben, finalement, sont, en tant que responsables de la stratégie, sont finalement responsables de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans les travaux du Conseil. Donc ça veut dire que l'ESG, c'est un sujet de stratégie, c'est ce que dit la loi finalement, et donc c'est un sujet de conseil d'administration. Et alors,
moi, j'ai envie de dire, bon, un peu au-delà de la conformité, hein, ceci dit, quand on travaille sur la stratégie et notamment quand même sur orienter le long terme, hein, ce qui est quand même le rôle principal des administrateurs, bah là, bien sûr qu'il faut comprendre les risques et opportunités liés aux enjeux de long terme et les intégrer dès que possible dans la stratégie. Donc, c'est à la fois un enjeu de conformité, hein, on dit souvent de compliance, mais en français, c'est conformité, et un enjeu finalement de stratégie qui s'entend dans notre rôle normal d'administrateur. Alors, pour ceux qui ont besoin de préciser un petit peu la responsabilité des administrateurs, donc à chaque fois, hein, je vous mets en bas la source de ce que j'indique ici, qui est ici le conseil d'administration et de l'information extra-financière. La responsabilité de l'entreprise et des administrateurs en matière de RSE peut être mise en cause. Alors, selon plusieurs angles, un manquement vis-à-vis de la loi sur le devoir de vigilance, alors un zoom particulier évidemment sur cette loi sur le devoir de vigilance qui aujourd'hui ne concerne que les très grands groupes, hein, enfin, grands groupes de plus de 5000 personnes sur le sol français et 10 000 si ce sont des groupes étrangers. C'est donc un devoir de vigilance sur la chaîne de valeur qui doit mettre en place un plan de vigilance, une cartographie des risques et un plan de vigilance sur l'ensemble de la chaîne de valeur s'agissant des droits de l'homme et des atteintes à l'environnement et la lutte contre la corruption. Donc ça nous concerne, si je réfléchis à nos entreprises de l'Ouest, alors il y en a des très grandes, mais ça risque de nous concerner en ricochet, c'est-à-dire qu'on est sous-traitant ou fournisseur d'une entreprise d'un grand groupe de ce type. On est responsable également en cas de manquement en matière d'information extra-financière si l'entreprise est soumise à la déclaration de performance extra-financière, donc la DPEF. Donc pour l'instant, c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés hors SAS, alors qu'on a quand même pas mal de SAS dans l'Ouest. Mais si vous regardez un petit peu ce qui se profile en termes de directive européenne CSRD, donc là, on va avoir un seuil qui va descendre et qui va cette fois concerner toutes les entreprises de plus de 250 salariés de mémoire. Voilà. Manquement vis-à-vis des engagements qu'elle aurait pris ou de déclarations qu'elle aurait faites volontairement, effectivement, hein, quand les entreprises prennent des engagements volontaires, en fait, elles sont aussi redevables de ces engagements à partir du moment où elles les ont faits publiquement. Et puis, atteinte à leurs obligations d'agir dans leur intérêt social en prenant en considération les enjeux, je ne vous la refais pas, c'est donc le nouveau alinéa, la nouvelle définition de l'entreprise introduite par la loi Pacte. Donc voilà, si vous aviez besoin de raisons de vous engager, il y a des responsabilités directes des administrateurs et donc ça concerne tout administrateur. Mais sinon, on peut se dire aussi que comme on va orienter le long terme et qu'on est aussi des humains dans les administrations, dans la fonction d'administrateur, on peut viser l'engagement et amener l'entreprise à faire partie des transitions sociétales dans un bénéfice gagnant-gagnant en fait. À la fois, ce sera bon pour l'entreprise et puis c'est indispensable pour la société. Donc, il y a eu beaucoup de publications cette année. Le club ESG, alors je mets ES carré G parce que finalement, on avait 4 groupes de travail, environnement, social, sociétal et information extra-financière. Donc, et il y avait d'ailleurs la commission juridique qui s'était emparée également du comité de parties prenantes. Et donc là, on a le G qui est de gouvernance qui est un peu porté par information extra-financière et puis la façon dont on prend les parties prenantes dans la gouvernance, donc le comité de parties prenantes, enfin qui est une des façons. Et puis les trois sujets, environnement, social et sociétal. C'est pour ça que je mets le S au carré. Le groupe de travail environnement n'a pas encore publié, mais par contre, le groupe de travail social, sociétal et information extra-financière ont publié. Et donc, pour l'environnement, on va reprendre des éléments issus des préconisations enjeux climatiques qui datent de 2019, c'est quand même pas si vieux.
Voilà. Alors là, je vous ai dit un peu pourquoi, en fait, finalement, pourquoi on aborde ce sujet, hein, intégrer les enjeux sociétaux dans la gouvernance. Et là, j'avais envie d'aborder finalement le comment, et qui est un peu transversal à toutes les publications, effectivement, qu'on a analysées avec Gaëtan. En fait, le comment, il est en deux parties, hein, c'est-à-dire maîtriser la manière dont les enjeux extra-financiers sont pris en considération dans la stratégie et le pilotage de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une première responsabilité de l'administrateur. Et puis le deuxième, veiller à la qualité de l'information fournie à destination des actionnaires, des marchés et des parties prenantes. Voilà. Si je rentre un peu dans le premier point, nous, administrateurs, on est plutôt en questionnement lié à la stratégie. Donc, c'est vraiment questionner la manière dont les enjeux sociétaux, alors sociaux, environnementaux et sociétaux, liés aux activités de l'entreprise, à sa chaîne d'approvisionnement et ses principales relations d'affaires, hein, sont pris en compte dans la stratégie, et bien au-delà de la conformité. Et bon, par exemple, on parle beaucoup de double matérialité, donc c'est analyser les risques et opportunités, analyser les impacts de l'entreprise d'abord, pardon, sur la société, écouter ses parties prenantes pour constituer finalement une liste d'enjeux qu'on va ensuite prioriser en fonction de l'importance de ces impacts, négatifs, positifs, les risques et opportunités de l'entreprise associés à ces impacts, et puis l'importance de ces enjeux pour les parties prenantes. Donc ça, c'est la première chose, c'est identifier et hiérarchiser finalement les enjeux. Ensuite, amener l'entreprise à se fixer des objectifs, hein, et veiller à ce que ces objectifs soient définis par référence aux données scientifiques disponibles. Hein. Là, il en va de la crédibilité de la démarche de RSE ou extra-financier. Ensuite, évidemment, suivre et contrôler la mise en œuvre de la stratégie, donc s'assurer qu'il y a bien une mise en œuvre de procédures pour prévenir, remédier les impacts négatifs des activités. Donc ça, c'est pour la maîtrise des risques, mais vous l'avez compris, on peut aller vers de l'engagement, et donc là, c'est bien au-delà. Veiller à l'allocation de ressources humaines et financières, et notamment au service de la recherche de solutions nouvelles. Hein. Il faut qu'on change de paradigme, on en est là. Et puis s'assurer d'un dialogue effectif et utile avec les parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment transversal. C'est pour ça qu'on commence par ça avec Gaëtan, parce que c'est vraiment transversal à toutes les thématiques, hein, que ce soit enjeux sociaux, environnementaux ou sociétaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va dire, voilà, on va rechercher en fait ce que fait l'administrateur, la hiérarchisation des enjeux, le suivi, la pertinence et l'ambition des objectifs, le suivi de la mise en œuvre de la stratégie, l'allocation de ressources et le dialogue partie prenante. Et puis, pour veiller à la qualité de l'information, évidemment, si on fait une déclaration de performance extra-financière, qu'elle soit obligatoire ou volontaire, hein, puisque dans le cadre d'une démarche RSE, c'est quand même, ça fait partie de la démarche d'être transparent sur ses impacts et ses actions. En fait, on va débattre de la performance extra-financière au sein du conseil. Et même s'il y a un comité RSE dédié dans le conseil, il faut vraiment que ce sujet revienne au sein du conseil et ne reste pas dans un sous-comité. Et puis veiller à la communication responsable de l'entreprise. On est sur des sujets, des enjeux qui nous dépassent tous, et donc voilà, chaque prise de parole, chaque communication doit être empreinte de conviction, de sincérité et de mesure. On n'est pas dans une communication de type publicitaire, en fait, hein, on est plutôt en action. Voilà. Donc ça, c'était un peu le comment, et on va ensuite zoomer dans les différents groupes de travail du club ESG. Alors, c'est encore... donc, sur, par exemple, la prise en compte des enjeux climatiques, donc cette année, le groupe de travail responsabilité environnementale a davantage travaillé sur l'économie circulaire. Donc là, c'est des travaux de 2019 que je vais relater. Économie circulaire, je crois qu'il y a un événement qui est prévu à la rentrée. Donc voilà, je vous invite à le suivre. Un événement IFA.
Alors, sur la spécificité de la prise en compte des enjeux climatiques, évidemment que là, il faut objectiver les choses. Donc, d'abord s'assurer qu'il y a bien une mesure des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. Alors, j'insiste sur le indirect parce que finalement, c'est là que sont en général les grands enjeux. Bon, ça dépend de l'activité de l'entreprise, bien évidemment, mais la législation n'oblige que, pour l'instant, la transparence sur les émissions de gaz à effet de serre directes. Et en fait, il faut travailler sur les indirects. D'ailleurs, c'est là que les plus gros leviers de création de valeur sont également. Adopter une trajectoire de réduction de l'empreinte et d'atténuation des risques de transition. Voilà, on en est là, effectivement. Hein. Maintenant, on travaille des trajectoires de réduction qui soient compatibles avec les objectifs climatiques de la France ou de l'international selon l'activité de l'entreprise. S'assurer que la dimension climat est présente dans toutes les décisions clés de l'entreprise. Et puis, tous les ans, en fait, au titre de la stratégie et de la gestion des risques, remettre le sujet à l'agenda du Conseil. On peut assigner la supervision du sujet climatique à l'un des comités du Conseil et puis inciter l'entreprise à entrer en coopération avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Mais quand on rentre dans la mesure et la trajectoire des émissions indirectes, c'est juste indispensable de coopérer avec toute la chaîne de valeur. Et je passe la parole à Gaëtan pour le groupe de travail responsabilité sociale. Exactement. Merci Cécile. Bonjour à toutes et tous. Sur la partie responsabilité sociale, on a dégagé principalement 2 grands points. Un grand point qui sont les 3 convictions qui sont dégagées, en fait, que vous retrouverez d'ailleurs dans le détail de la note qui a été produite par ce groupe de travail. 3 convictions dégagées des interviews qu'ils ont pu faire de personnes qualifiées. Notamment, les personnes qualifiées ont pu rapporter que le Conseil doit avoir une bonne appréciation et notamment la plus documentée possible. Ça fait un peu le lien avec le comment dont parlait Cécile là, juste avant sur l'information extra-financière notamment. Donc la plus documentée du capital humain, les entreprises qui globalement préservent les capitals humains et en plus de ça portent une vraie vision prospective de la suite égale clairement de la résilience et l'engagement des salariés beaucoup plus fort que dans les entreprises classiques. Et la réactivité de l'entreprise est égal au lien de confiance et la proximité, en fin de compte, ce qu'on appelle le dialogue social. Et de ce fait, il faut que le Conseil y soit très sensible, notamment dans la période de crise sur laquelle on vient de passer. Et ça, je pense qu'on ne va pas vous l'apprendre à toutes et tous. Et du coup, le club de responsabilité sociale a dégagé 4 grands points d'attention, au regard notamment de la crise, parce qu'en fait, ils sont beaucoup inspirés des transformations sur le capital humain qu'on a pu avoir pendant la crise. Un premier point de vigilance qui était évidemment sur le télétravail. Alors ça, les articles pleuvent en ce moment dessus, mais à l'échelle d'un conseil d'administration, c'est de se dire que à la fois le télétravail, c'est un moyen de garantir la continuité dans l'entreprise, mais c'est aussi des aspects négatifs par moment sur le lien social qui est distendu du fait de la distance qu'on peut avoir entre les différentes populations et collaborateurs et des sensations d'inégalité pour certains. Et de ce fait-là, dans la mise en place des stratégies typiquement qui relèvent du conseil d'administration, c'est hyper important de l'avoir en tête et de pouvoir la garder en tête, notamment, comme le disait Cécile, dans la cartographie des risques dont elle parlait juste avant. Renforcer évidemment les préoccupations de santé, sécurité, mais du coup en élargissant, et ça a fait l'objet d'un échange aussi d'ailleurs à l'IFA sur les enjeux de santé physique et mentale à l'échelle des individus. Mettre en place évidemment des accords qui ont été mis en place, notamment dû aux mesures d'urgence qu'on a pu avoir. Globalement, le dialogue social, il s'est quand même fortement accéléré dans la plupart des entreprises qui étaient peut-être un petit peu à la traîne là-dessus pour pouvoir sortir les accords au plus vite. Et enfin, on a vu un vrai changement de la part du leadership, ou du management leadership, on va dire, qui a évolué vers beaucoup plus de proximité individuelle. Et ça rejoint un petit peu les 3 points du dessus. C'est vraiment de se dire que le conseil d'administration, il faut qu'il y soit évidemment également sensible. Slide suivante, peut-être Clément. Ouais. Ah oui, Non, Cécile. c'est Cécile Super. qui a la manette. Mais... on fait tout. Sur le groupe de travail responsabilité sociétale dans lequel on fait partie avec Cécile, on a déjà résumé en disant que le sociétal, ça regroupe en fait tous les enjeux plus les conséquences sociétales des enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça couvre encore, on va dire, une très large partie dans les entreprises dans lesquelles on est. Pour résumer, on a 4 points d'attention au regard de la crise également. C'est de se dire, oui, les changements ont été très rapides et forcés
dans les modes opératoires qu'on a pu avoir sur l'évolution de l'organisation du travail, sur la sécurisation des circuits d'approvisionnement, de distribution, etc. On a un deuxième point d'attention qui était sur la sécurisation des actifs et des données du système d'information, parce que évidemment tout ce qui était sécurité et sécurisation des actifs physiques comme informatique, protection des données et de manière générale tout ce qui est un peu enjeu et impact de la digitalisation sont vraiment des nouveaux enjeux qui ont émergé, qui sont remontés auprès des conseils d'administration. Je crois que je lisais hier un article encore là, sur les enjeux de cybersécurité, notamment dans les entreprises, et de protection des données, qui est juste de plus en plus au cœur des systèmes. C'était l'objet de notre dernier cercle, effectivement. Oui, exactement, aussi, ouais, complètement. Ouais. Un troisième point qui était plutôt sur se dire comment est-ce qu'on adapte les relations avec les principales parties prenantes, et ça on y reviendra juste après. Et puis de se dire, et là ça a été souligné, les efforts de solidarité de la direction générale et des actionnaires, notamment au regard des rémunérations ou des échanges qu'ils peuvent avoir avec les différents collaborateurs et salariés. Oui, dans le contexte de crise. Donc effectivement, c'est notable, par exemple, que le changement rapide forcé dans les modes opératoires, ça peut paraître très lié finalement au capital humain, mais en fait, ces responsabilités sociales ont un impact sur la société au global. Et c'est aussi cet impact global que nous avons observé dans le cadre de ce groupe de travail. Voilà, donc ça c'était pour GT responsabilité sociétale. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, mais je t'en prie, en fait, on voulait mettre en avant dans cette slide-là que le lien est juste essentiel avec la raison d'être. On en a parlé rapidement avec la loi Pacte aussi au début, mais c'est de se dire, au sein même de la raison d'être des entreprises, il faut être capable d'expliquer le rôle sociétal, en fin de compte, de l'entreprise pour à la fois aligner la vision, les valeurs, les stratégies et les pratiques qu'on peut mettre en place. C'est clairement ce qui a été résumé dans le petit encadré, de dire, dans l'optique d'une création durable de valeurs partagées, les administrateurs, ils peuvent être à la fois à l'initiative de la réflexion sur l'adoption d'une raison d'être, mais qui du coup doit être de fait claire, fédératrice, inscrite dans les statuts autant que possible, et puis autour en fait d'une performance plurielle et globale de l'entreprise, en fin de compte, pour qu'elle soit, pour que la raison d'être soit visible dans les orientations stratégiques de l'entreprise et déclinable après au plan opérationnel. Mais là encore, je pense qu'on va pas vous apprendre grand-chose là-dessus, si ce n'est une bonne piqûre de rappel. D'autant que finalement, c'est encore les administrateurs, hein, d'après cette loi Pacte, qui sont aussi responsables de veiller à ce que cette raison d'être soit implémentée. Et donc, il faut bien effectivement qu'elle soit déclinée dans les orientations stratégiques et puis qu'on puisse ensuite la suivre au plan opérationnel. On voit quand même pas mal de raisons d'être dont on se demande bien ce que les administrateurs vont pouvoir en faire. Donc, s'impliquer dans la raison d'être également sous cet angle. Alors, je reprends la main du coup sur l'information extra-financière. Bon, bien sûr, on doit disposer d'un tableau de bord de suivi de la réalisation des objectifs des différentes politiques et des résultats associés portant sur les enjeux les plus matériels de l'entreprise, donc issus de l'analyse de matérialité dont j'ai parlé au début. On doit veiller à la fiabilité, la pertinence et la qualité du reporting extra-financier. Et de la communication, ça je l'ai dit au début, et notamment sur les enjeux climatiques. Et puis, partager la déclaration de performance extra-financière au sein du Conseil et vraiment en débattre, je l'ai dit également. Peut-être un point spécifique, s'il y a un organisme tiers indépendant qui vérifie, en général ce sont les commissaires aux comptes, mais qui vérifie le rapport de performance extra-financière, en fait, il faudrait entendre cet organisme tiers indépendant. On le fait au sein des conseils quand il s'agit de performance financière. On entend les commissaires aux comptes, bien évidemment, certifier les comptes. Mais en fait, sur les interviews qu'on a pu faire et en fait, les organismes tiers indépendants sont assez peu entendus dans les conseils. Donc, peut-être bonne pratique à diffuser. Une tendance également de fond, de se dire peu à peu les rapports RSE qui jusqu'à présent étaient très sur la performance d'entreprise. Là, il y a quand même une tendance de fond qui est d'aller peu à peu vers de l'impact et donc de l'objectivation de l'impact sociétal, environnemental, social et sociétal de l'entreprise. Et ça, c'est à suivre comme tendance. Ça rejoint notamment aussi la tendance financière qui peu à peu, avec la création des fonds d'impact, vont demander
plus un suivi des impacts que de la performance d'entreprise sur ces sujets-là. Nous, en fait, en tant qu'administrateur, on va chercher les deux, c'est-à-dire à la fois la performance et l'impact. Gaëtan. Merci Cécile. Et en effet, bon, on approche de la fin des résumés là qu'on a pu ressortir des différents clubs et de la commission juridique notamment sur la partie comité des parties prenantes, avec ici 5 recommandations en fait qui sont sorties de l'enjeu de favoriser la communication entre les parties prenantes et le conseil notamment, en se disant qu'il faut à la fois être force de proposition sur la création d'un comité de parties prenantes, et avec beaucoup de débats et d'échanges qu'il y a eu là-dessus sur en fait comment est-ce qu'on définit clairement quelles sont ces missions conférées au comité, et du coup en fait ça rejoint le point derrière, c'est de quoi est composé le comité pour que ça soit à la fois représentatif et cohérent de la cartographie des parties prenantes, et du coup comment est-ce qu'on arrive à les intégrer dans le conseil d'administration et quelle est leur place au regard du conseil d'administration et des différents administrateurs. Et du coup, il faut évidemment s'assurer, au même titre qu'un conseil d'administration, que le comité de parties prenantes ait les moyens suffisants pour fonctionner, évidemment, et instaurer un dialogue constructif, où là, on se dit que oui, il faut que le comité de parties prenantes il travaille à la fois sur les travaux de la raison d'être, qui regroupe un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, au choix des indicateurs extra-financiers pertinents, comme le disait juste avant à Cécile, en se disant il faut qu'on arrive à ressortir des éléments qui soient les plus pertinents possibles au regard de la stratégie de l'entreprise et de la vision qu'on veut porter en fin de compte. Élaborer, suivre un plan de vigilance, avis sur la performance financière, etc. Et puis restituer du coup au conseil ou d'adresser peut-être des questions en fonction des modalités qu'on veut y prêter à ce comité de parties prenantes. Et la recommandation qui a été faite, c'était de vérifier annuellement l'efficacité du dialogue de ces parties prenantes-là pour pouvoir notamment l'adapter et l'améliorer. Voilà, donc là, on vous a fait part des travaux des sous-comités, et je ne vais pas revenir sur du coup le comment, ce que j'ai déjà dit au début, mais je voudrais souligner quelques facteurs clés qui ressortent en transversal de toutes ces publications. Bien sûr, la diversité du conseil, tant dans sa composition en genre, en âge, est toujours soulignée, parce que finalement, c'est une source de richesse. C'est une source de richesse quant à la sensibilité aux enjeux sociétaux. C'est une source de richesse quant aux compétences que l'on met autour du conseil, et notamment quand un conseil débute, ça peut être pas mal d'avoir quand même sur ces sujets-là, d'avoir une compétence ESG au sein du conseil. Alors, ça ne suffit pas par contre, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que l'ensemble du conseil soit de toute façon formé ou sensibilisé au minimum. Voilà. Donc, il faut organiser la mise à jour permanente des connaissances des membres du conseil sur ces enjeux. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Mais voilà. Il faut revoir régulièrement la hiérarchisation des enjeux. Alors notamment là, avec une crise, c'est particulièrement prégnant, puisque deux des groupes de travail ont travaillé sur justement quels enjeux ressortaient de l'après-crise, ou de l'après ou du dedans, on ne sait pas trop. Et puis intégrer les risques extra-financiers au processus de gestion des risques et de contrôle interne. On voit souvent des matrices de matérialité qui existent, alors souvent d'ailleurs à un niveau managérial et non pas nécessairement au niveau du conseil, donc déjà ça doit remonter au conseil, et qui sont décorrélées des matrices, des cartographies des risques, alors qu'en fait les risques sociétaux sont en général à l'origine de plusieurs risques. On l'a vu avec la crise, on a eu à la fois des ruptures d'appro, des problèmes d'attractivité des salariés et de productivité. Enfin, voilà, on a eu différents risques qui ont été déclenchés par une même crise, qui est une crise sociétale. Et c'est même le propre des crises sociétales, c'est qu'en général, elles sont systémiques. Donc, importance de relier les risques extra-financiers de la cartographie des risques et les risques sociétaux. Assurer la cohérence entre les hypothèses d'arrêté de compte et les hypothèses d'engagement et engagement en matière de transition sociétale. Oui, parce que si vous engagez une transition bas carbone, mais qu'il n'y a pas d'investissement, de ligne d'investissement prévue dans le business plan, ça va quand même à un moment pas être très cohérent, mais bon, ça va mieux en le disant.
Et puis, intégrer des critères ESG dans le mode de rémunération des dirigeants. Alors, c'est de plus en plus le cas, c'est une tendance de fond. Mais là aussi, c'est une question d'alignement, en fait, entre la stratégie, finalement, et le mode de rémunération des dirigeants. Et penser également que finalement, ces changements sociétaux, ces transitions sociétales, elles s'opèrent au sein du conseil, mais elles s'opèrent aussi dans l'entreprise. Et donc, il faut vraiment s'assurer de l'adaptation des compétences des salariés à la transformation. Là aussi, ça peut être un point de vigilance, une question du conseil à la direction générale. Donc, voilà un petit peu quelques grandes lignes. Et je me proposais d'en discuter avec Bruno, Hugues Delarose. Une petite réaction, Bruno, peut-être, par rapport à tout ce qu'on vient de partager? Non, écoutez, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours intéressant d'avoir comme ça le recul de différents groupes de travail parce que quand on a des textes nouveaux comme la loi Pacte, tu as commencé par ça, Cécile, quand on a un nouveau texte juridique, je veux dire comme ça, généralement, bon, on va dire que ça reste l'apanage d'une sphère assez limitée. Tout ce qui concerne les ESG, c'est souvent un sujet que l'ensemble des collaborateurs d'une équipe, les clients, les fournisseurs, s'approprient assez vite, avec une vision évidemment souvent parcellaire, ou partielle en tout cas. Et donc, notre sujet principal, évidemment, c'est de trouver une cohérence sur tout ça. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est parfois d'avoir d'utiliser ces analyses de groupes de travail que l'on fait pour se poser les différentes questions. Alors, peut-être, évidemment, l'idée, c'était de vous réfléchir à ce qu'on a fait, nous, chez IDEA. Oui, en plus, tu es en format scope, c'est une forme juridique particulière, du coup. Voilà, exactement. Alors, IDEA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une ETI, hein, on est 1600 collaborateurs, 170 millions de chiffre d'affaires. On est basé à Saint-Nazaire, on a démarré dans le portuaire, ça fait 100 ans. Et la SCOP, que tu évoquais, c'est la démarche de SCOP, et la SCOP a des filiales dans plusieurs activités. Voilà, ça c'est ce que fait IDEA. Alors, je le dis avec un peu d'humour, mais on fait de l'emballage, on a du transport, on décharge de l'OGM, enfin, vous voyez tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de positif sur le plan environnemental, mais je dis ça avec un peu d'humour noir, c'est pas très facile. Bon. Et donc, très vite, on s'est dit, effectivement, on va d'abord, quel périmètre de réflexion et qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, je vais vraiment à l'essentiel. Ce qu'on s'est dit, alors j'ai oublié de vous dire que j'en assure la présidence depuis 25 ans, et j'ai voulu, pour éviter, donc je suis un vieux machin dans le truc, et pour éviter de nous scléroser, on fait des plans stratégiques tous les 5 ans. On est en train de travailler sur notre plan stratégique 2021-2025, qui est né dans le Covid, et c'était pas très facile de mobiliser les équipes. Mais l'idée, c'est que tout le CODEM, qui rassemble les 200 managers du groupe, était mobilisé sur cette question. Après, avec des hackathons, on pourrait voir un petit peu comment on pouvait améliorer l'impact environnemental du groupe. Donc, il y a une démarche bottom-up et une démarche top-down, c'est-à-dire qu'on y a permis on y a loué de la ressource, on a travaillé sur notre raison d'être, j'y reviendrai tout à l'heure, et on est en train de voir si on va devenir entreprise à mission. Donc, vous voyez le contexte général dans lequel nous sommes. Par ailleurs, nous avons essayé de faire en sorte que dans le plan stratégique qui est en cours d'élaboration, il y ait deux choses de différentes. Il y a une attitude vertueuse sur notre fonctionnement, j'y reviendrai, et il y a ensuite rechercher des relais de croissance vertueux, c'est-à-dire qu'on se dit il faut que les RSE deviennent cœur de métier chez nous. Hein, c'est-à-dire comment on fait mieux notre business, pour parler poliment, et et quels sont les futurs business que l'on voudrait privilégier. C'est important parce que ça va changer, ça a impacté notre raison d'être. Notre raison d'être, Cécile évoquait les raisons d'être qui ne parlent pas beaucoup. Nous, la nôtre, elle parle encore moins, tellement elle est large. C'est devenu, alors nous, on fait de la logistique industrielle, hein, on est un peu basique, hein, des camions, des machins, etc., je vous le disais tout à l'heure. Et la raison d'être qui a été validée, c'est osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors vous allez me dire, c'est génial, on peut tout faire. Exactement. C'est-à-dire que dans le plan stratégique, c'est pour ça qu'on a fait des hackathons. Il y a eu 45 projets complètement démentiels. Après avoir fait des webinaires sur l'intelligence artificielle, sur ce qui est vertueux, sur l'hydrogène, enfin, on a fait tout ce qui était possible. À chaque fois que quelqu'un avait une idée, on disait super, tu trouves de quoi faire un webinaire là-dessus, on se mobilise, et ensuite on fera un hackathon qui verra si le groupe, si ça parle au groupe de se lancer sur le sujet.
le fait qu'on soit scope, entre guillemets, nous permettait d'avoir les marges de manœuvre, parce qu'on peut très bien dire on arrête tel métier ou pas. D'ailleurs, on a décidé d'arrêter le stockage de tout ce qui était engrais chimique il y a peu de temps. Et pour faire de la chimie verte, eh ben, je peux vous dire que c'est un coût pour le groupe. Alors, on ne va pas dire qu'on prend 50% de nos résultats pour les mettre dedans, mais enfin, c'est des sujets un peu importants. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a aussi créé un COPIL RSE, enfin on avait créé un COPIL RSE qui est indépendant du conseil d'administration, c'est quand même le sujet qui nous évoque, mais qui rapporte au conseil d'administration. J'insiste bien sur le fait que le conseil d'administration d'une SCOP, en fait, c'est le monde à l'envers, puisqu'il est fait forcément des collaborateurs de la SCOP, donc en gros, des collaborateurs qui disent à leur patron, ce qu'on fait, chef, c'est pas bon, ça marche pas très bien. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est le côté un peu coquin des SCOP. Hein. C'est que de temps en temps, on a soit des gens qui font une contestation systématique et ça devient un enjeu politique, le pilotage de la boîte, c'est une catastrophe. Généralement, les SCOP en meurent. Vous avez l'exemple de Manu France, donc, qui a été connu par tout le monde. Soit, effectivement, c'était une chambre d'enregistrement. Donc, j'étais bien conscient de ça. Depuis 25 ans, on fait deux choses. On a un comité stratégique extérieur de personnalités qualifiées, dont l'un des membres aujourd'hui est la présidente du GIEC Pédouard, Virginie Resson. Donc, vous voyez, il ne vient pas là pour nous dire c'est bien ce que vous faites. Il vient plutôt nous challenger sur ce qu'on a à faire demain. Et puis, on a par ailleurs, effectivement, des comités opérationnels comme le COPIL RSE que je viens d'évoquer. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait une alchimie dans le plan stratégique et qui est présenté ensuite au CA, lequel ensuite le valide avec la direction, avec le management de l'entreprise et le présente ensuite au client. Hein. Voilà, je suis un peu, ça paraît un peu lourd, en fait, c'est assez fluide. C'est assez fluide parce que l'on interagit et ça dure 1 an. Voilà, je laisse le temps à Cécile de reposer des questions pour être certain de ne pas monopoliser la parole, ou aux autres d'ailleurs. Non, c'est super intéressant, merci. Et alors, moi, j'avais quelques questions par rapport à. Je comprends que ton conseil d'administration est constitué donc de salariés, mais néanmoins, ce sont des salariés élus au conseil d'administration. Bien sûr. Est-ce que Comme tu les les as, dirigeants. voilà, est-ce que tu les as formés plus particulièrement aux enjeux sociétaux et j'ai une deuxième question parce que je pressens que je ne vais pas pouvoir la caser. Une deuxième question, c'est que tu dis que tu as créé un comité stratégique finalement, et est-ce que finalement ce comité stratégique externe, c'est pas ton comité de parties prenantes? Alors, je vais commencer par la seconde question. Le comité stratégique externe, ce n'est pas vraiment les parties prenantes. On est en train de travailler sur l'entreprise à mission. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est cohérente avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que Virginie, oui, mais il n'y a pas que Virginie dans le comité stratégique. Il y a des gens qui sont sur une nouvelle techno. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une cartographie des risques, un peu comme Jean. Cette cartographie des risques, elle a été assez travaillée. On avait fait aussi une maîtrise de matérialité depuis une quinzaine d'années. Alors, au début, on balbutiait. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais on reste toujours approximatif dans le sujet. Et on s'est dit, on va prendre, en fonction de la maîtrise de matérialité et de la cartographie des risques, des profils d'administrateurs, enfin des profils de membres du comité stratégique qui sont complémentaires. Par exemple, tout ce qui est cybersécurité, on a un king de la de tout ce qui est système d'information. On vient de parler des aspects environnement. Virginie qui s'occupe des parties environnement. La structuration du groupe, l'internationalisation, on a Paul-Henri Dubreuil qui pilote une boîte de 3 milliards qui est dedans. Bon. Vous voyez, on a fait cette cartographie et c'est cette alchimie générale qui fait que une fois par semestre, on a une réunion qui fait à peu près une journée avec des travaux préparatoires. Une discussion et on fait un séminaire tous les 3 ans. Mon mode de rémunération du comité stratégique, c'est pas du tout des jetons de présence, c'est qu'on fait un voyage de découverte, une learning expedition, tous les 3 ans, dans des conditions où on peut échanger avec du temps imparti. C'est assez efficace, c'est-à-dire que le temps long est une bonne occasion d'avoir des discussions, alors que quand on est sur des boards qui durent 1h30, 2 heures, 3 heures dans le meilleur des cas, enfin dans le pire des cas, excusez-moi de le dire comme ça, bon, on évoque des points, mais on peut les valider, mais on ne les mûrit pas, on ne les féconde pas. Et moi, je crois que c'est des sujets sur lesquels il faut féconder les choses. Oui, puis la manière dont tu as créé ce comité, on peut aussi dire que c'est une juxtaposition d'experts et qu'il faut vraiment qu'une mayonnaise prenne. Et donc, tu as besoin de temps pour ça. Oui, il faut que les gens se respectent. Pour que la collégialité se crée, quoi, finalement. Oui, exactement. Et puis, de temps en temps, on fait un retour. Alors, pour continuer à répondre sur le premier point, tu me diras si je ne réponds pas suffisamment bien, mais nous, en fait, on s'est dit,
fondamentalement, le sujet de la RSE est à la fois extrêmement large et très compliqué pour les gens à s'approprier. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on soit clair. Il y a un sujet de direction générale de l'entreprise, validé par le conseil, il y a un sujet de proximité. Et les sujets de proximité, on a proposé à chacun des managers de sites, il y a 53 sites dans le groupe, de définir avec la responsable RSE les enjeux pour eux, sans intégrer ce qui se passe au niveau global du groupe, pour eux, d'une démarche vertueuse avec leurs équipes, sous forme de. Alors, on a fait des fresques d'animation en disant c'est quoi nos enjeux, est-ce que c'est plutôt du recyclage, est-ce que c'est plutôt la sobriété, est-ce que c'est plutôt du transport, enfin bref, chacun a fait son boulot dessus et ils se sont fait une feuille de route qui est ensuite consolidée par la responsable RSE du groupe. Et puis en parallèle, nous, on a plutôt travaillé sur les relais de croissance au niveau de la constellation générale et on a mis des budgets qui vont bien. Et puis on s'est dit très vite, bon, c'est sympathique de regarder ça en interne, que ce soit top-down ou bottom-up, mais c'est aussi important qu'on ait un regard extérieur. Alors au début, on avait commencé à travailler avec, on a travaillé avec l'AFNOR depuis. Alors j'avais travaillé, j'ai oublié de le dire, mais j'étais avant président de la Chambre de commerce et président du CJD de Nantes, et on avait établi le guide de la performance globale il y a en 1998 avec Sylvain Brozard, que vous connaissez peut-être, qui est notre la mission, qui est président de Greenpeace France, donc pas susceptible, enfin qui est quelqu'un qui est assez engagé sur le sujet et qui vient de travailler sur la permanence entreprise. Et donc, à l'époque, on s'était dit, mais comment on peut travailler là-dessus? On était quand même toujours en interne chez nous. Et on s'est dit, il faut qu'on objective la situation. Alors, j'avais assisté au démarrage de Lucie, qui est très bien. J'avais assisté aussi, on avait contribué avec 2-3 copains à créer des héros, tu l'as évoqué Cécile, dirigeant celle de l'Ouest, pour se dire, finalement, au moins, faisons du benchmark entre nous pour savoir comment on peut marcher. Et je crois que des héros, à part Alliance dans le Nord et des héros dans l'Ouest, pour l'instant, il n'y a pas d'autres, enfin, peut-être que c'est devenu depuis, mais il n'y a pas d'autres lieux comme ça où des dirigeants sont un peu, enfin, les dirigeants de leurs équipes sont un peu stimulés sur des ateliers très opérationnels. Et puis, on avait fait un regard extérieur avec l'AFNOR, on est ISO 26000 au niveau 3 sur 4. Bon. Et ce qui est en logistique est plutôt pas si mal, puisqu'on doit être les numéros 1 aujourd'hui en logistique sur ce plan-là. Enfin, ça reste un regard extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce regard extérieur nous a obligés très vite à mettre des indicateurs assez concrets, dont il y a un reporting au conseil d'administration. Là, je réponds à Cécile à la question, c'est-à-dire que les gens sont formés en étant acteurs, ils sont formés en identifiant les indicateurs de résultats, et ils sont formés également avec des gens extérieurs, puisque c'est pour ceux qui sont ISO 26000, vous savez, il y a un audit qui dure quasiment 4 jours sur l'ensemble des sites, pas chaque fois, mais sur beaucoup de sites différents. Le conseil d'administration, comme le CODIR du groupe, est à la réunion de lancement, est à la réunion de restitution. Et en plus, il y a un travail ensuite en séminaire sur les analyses qui sont faites pour savoir comment on peut faire évoluer nos indicateurs avec nos CODEM, avec les 200 managers du groupe. Donc, c'est aujourd'hui assez structuré dans le groupe. Alors, est-ce que c'est très efficace? Non. Ça pourrait être plus efficace. Quand je dis que ce n'est pas très efficace, c'est-à-dire que le quotidien prend le dessus, comme chez beaucoup de gens, sur la prise de conscience, c'est-à-dire que souvent, effectivement, les préoccupations personnelles de satisfaire les clients prennent le pas sur des réflexions à plus long terme. Et c'est pour ça que régulièrement, on essaye de faire un arrêt sur image en disant, bon, on en est où sur tel sujet? Et ça, c'est la responsabilité du copie de RSE. Et au passage, le plan stratégique que j'évoquais doit cadrer avec un plan stratégique RSE. C'est-à-dire que la RSE est cœur de métier, je vous le disais. Et donc, les indicateurs, de résultats se fait à la fois sous forme de plan banque et d'objectifs RSE. Et vous êtes assujetti à la DPEF, à l'obligation de publier une performance extra-financière, ou bien vous le faites de manière volontaire? On le fait de façon volontaire. Est-ce qu'on est assujetti? On devrait, puisqu'on est plus de 250, comme tu le sais. Mais bon, en fait, dans les faits, moi, les commissaires aux comptes m'ont dit qu'ils voulaient le faire pour notre compte et je ne voyais pas trop. Alors, quand j'ai discuté avec eux, quand je voyais ce qu'ils me proposaient, je trouvais que c'était un retour en arrière considérable par rapport à ce qu'on faisait. Et surtout, on démobilisait l'énergie interne que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous externalisez l'analyse, ça me semble, c'est important. Il faut le faire en interne, bien sûr. Il faut le faire en interne, vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'on le fasse interne, externe, mélangé, oui, mais il faut faire les deux. Donc, oui, on s'est donné ces contraintes-là. Et surtout, par exemple, on a été l'un des premiers à utiliser le financement qui a été mis au point par Arkea, enfin, le groupe CIC, enfin, pas CIC, mais Crédit Mutuel, même si c'est un sujet compliqué entre eux en ce moment, avec des ESG, avec des taux bonifiés. Et on a fait cette analyse qu'ils ont fait, eux, sous 3 jours, est assez structurante aussi. Enfin, ils y vont pas avec
Ils ne vont pas être là gentiment en disant, de toute façon, on vous donnera un meilleur taux. Ils disent, voilà, dans telle condition, vous avez un taux bonifié, dans telle condition, vous n'avez pas un taux bonifié. Ça me semblait très important de traduire en argent la performance sociétale et environnementale que nous faisions. Ça me semblait très important pour sensibiliser le Conseil. Mmh. Par contre, nous sommes conscients aujourd'hui que si on veut vraiment faire des relais de croissance à long terme, il faudra qu'on accepte de renoncer à une partie de notre rémunération. Quand je dis nous, ce n'est pas que la direction, c'est l'ensemble des équipes, parce qu'il y a intéressement, participation, dividende, pour privilégier des nouvelles activités. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se positionner sur l'hydrogène avec un niveau intermédiaire. J'y viendrai dans un instant si vous le souhaitez. Et on dit on va renoncer à environ une quinzaine de pourcents de nos résultats pour travailler sur les énergies d'avenir et de la chimie verte. Donc c'est vraiment des sujets qui deviennent très concrets pour nous. Et ça nous semble important d'aligner Planète, pas simplement avec des dirigeants, mais des dirigeants et des salariés. Surtout quand ils sont actionnaires. Ouais. Est-ce que j'avais d'autres questions? Peut-être, tu as mentionné les DRO. Ils ont Oui. fortement communiqué sur l'engagement à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc qui est en ligne avec les recommandations de la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, moi, je fais partie de ceux qui sont très militants pour cet engagement. Donc, quand on a créé des héros, on s'est dit effectivement, je vous ai dit qu'on pouvait benchmarker. Et puis très vite, on s'est aperçu que beaucoup d'instances politiques, de tout niveau, d'ailleurs local et national, je dis national parce que la Banque de France s'est intéressée au DRO, le CJD, l'État, Bercy aussi s'y est intéressé en disant est-ce que les entreprises qui sont en démarche virtuelle ont des meilleurs résultats que les autres. Et on voulait objectiver avec la Banque de France, c'était un sujet important. Et la réponse est non. Par contre, elles sont beaucoup plus résilientes. Et ça, c'est très intéressant, surtout après une crise comme celle du Covid. Bon. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est en train d'affiner le dossier. On se dit comment fait-il qu'elles soient résilientes? Il y a plusieurs sujets. Et il y a notamment la capacité à intégrer des regards croisés. Alors, ce qu'on s'est dit, du coup, c'est qu'il y avait une démarche qui avait été initiée par l'ADEME, qui est une démarche assez vertueuse, qui s'est traduite par un nom de code qui s'appelle ACT. Et on est 10 ETI, 11 maintenant d'ailleurs, à avoir décidé ensemble d'être correspondants de l'ADEME. On est pionnier en France, parce qu'il y a une démarche de l'ADEME avec un certain nombre de groupes sectorisés. Mais avec les PME, c'est vraiment une logique de guichet. Enfin, s'ils m'entendaient, ils ne seraient peut-être pas d'accord, mais enfin, c'est une logique de guichet, par projet, c'est ça que je veux dire. Mais une démarche structurée pour réduire de 50% notre impact carbone sur les 10 prochaines années de façon tout à fait objective, un travail très sérieux. Là, je pense que c'est vraiment une première en France et effectivement, ça peut avoir des intérêts. Pour l'instant, on est au début de la démarche. Du coup, on a regardé nous ce qu'on pouvait faire. Et à titre du groupe, on a pris les scopes 1, 2, 3, parce que tu l'évoquais, Cécile, les externalités. Donc, on a bien pris, je crois que tout le monde le comprend bien, il y a les scopes 1 et 2 qui sont vraiment le périmètre de l'entreprise. Le scope 3, on commence à travailler sur les premières externalités. Les fournisseurs, les clients, etc. Ouais. Exactement. Alors, je suis dedans, effectivement, vous me dites, quand je ne suis pas très clair. Non, je complète. Tu complètes, c'est super. Et donc, on a travaillé sur et on a bien décidé de faire au minimum 50% d'économie de CO2 sous 10 ans. Dans les faits, je pense qu'on va aller plus rapide que ça. Et évidemment, j'ai rajouté sans arrêter les activités existantes. Parce que l'un des problèmes majeurs, au début, j'étais assez maladroit dans le groupe avec ça. J'aurais dit, vous comprenez bien que si on n'a plus de camions, on sera beaucoup mieux vertueux en CO2. Donc, les conducteurs routiers ne se voyaient pas trop chômeurs et ils n'avaient pas envie de quitter le groupe. Ils ont raison. Et donc, je leur ai dit, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir qu'au lieu d'avoir des camions plus puissants, plus gros, plus machin, plus tout ce que vous voulez, tels qu'ils le voyaient eux, on ait des véhicules plus vertueux et qu'on fasse un choix. Et donc, on a regardé ce qui existait, on a fait une liste stratégique. Bon, l'hydrogène, c'est sympathique, mais ce sera beaucoup plus tard. L'électricité sur des poids lourds, si vous transportez la charge utile en batterie, c'est pas terrible. Et donc, effectivement, le plus vertueux, c'est le biogaz. C'est pas le gaz tout court, parce que le gaz tout court, ça réduit le CO2, c'est un impact de 25%, mais le biogaz, vous diminuez par rapport à 1,6 €, vous diminuez environ par 6 les émissions de CO2. Donc là, c'est vraiment vertueux. Et donc, on vient de passer la commande de 10 véhicules, certains qui sont éprouvés chez Iveco, que vous connaissez, et puis surtout les nouveaux protos de chez Scania. On est site pilote national et international par rapport à ça. On va être aussi site pilote avec Volvo Truck sur des véhicules électriques avec Bosch. Et également avec Ford. Donc, on a fait une démarche avec les constructeurs pour essayer de voir les nouvelles technologies
avec une analyse du coût complet, et on a accepté du coup de prolonger l'amortissement de nos véhicules de façon de 3 ans, c'est-à-dire très clairement, on impacte négativement notre EBITDA en acceptant ça, pour pouvoir acheter des véhicules qui sont plus chers, moins valables à la revente et plus performants, mais qui en même temps ont des tas de contraintes d'exploitation. Donc on Donc, vous essaye pour passez l'instant. directement de la stratégie à l'action. Voilà, et puis demain on pourra passer à l'hydrogène, parce qu'évidemment entre le CH4 et l'hydrogène, c'est assez facile de passer. Ok. Voilà. Et peut-être souligner effectivement que la démarche ACT que tu as citée, hein, Assessing Low Carbon Transition, qui est une démarche effectivement très financée par l'ADEME et soutenue par l'ADEME, incite et exige même l'implication et l'engagement tous les ans Du du CA. conseil d'administration. Oui, Donc, exactement. Oui, à quel point, encore une fois, il y a une attente très, très forte du côté du rôle des administrateurs dans les transitions. Voilà. On va regarder du côté de la salle, entre guillemets, s'il y a des questions pour compléter. Et sinon, j'en aurai d'autres, hein, pas de souci. Mais des questions à la fois sur le contenu, peut-être, de ce qu'on a partagé du club ESG. Ça pourrait être ça, des témoignages peut-être de ce que vous avez mis en place, vous, dans vos conseils, peut-être des difficultés que vous rencontrez, et si vous voulez que ce soit confidentiel, vous le mettez en écrit dans le chat, comme ça nous on relaye et on ne sait pas qui l'a dit sur la partie enregistrée. Voilà. Donc ça peut être ça. Qu'est-ce qui pourrait... Voilà, donc témoignages ou réactions ou questions. Voilà, bienvenue. Donc Gaëtan, je vois que tu lèves la main. Oui, merci Cécile. En effet, alors désolé si je monopolise un peu la parole, mais j'avais une question un peu au regard de ce qu'on avait échangé avant de préparer cette intervention. Et déjà la dernière fois, là on échange sur un groupe, le groupe IDEA est quand même un groupe bien constitué avec des gens hyper engagés et tout ça. Et moi, je me posais vraiment la question, et je voyais en même temps les réactions là, de Stanislas dans le chat sur la partie start-up ou entreprise en hyper-croissance ou en train de chercher un peu quels seraient ses relais de croissance. Et je trouve que la dimension ESG est quand même pas ou peu prise en compte par les différents boards des startups. Et voilà, j'étais carrément preneur d'ouvrir un peu la discussion là-dessus, de savoir si d'autres dans l'équipe présente ce jour avaient des retours à ce propos-là, quoi. C'est vrai que pour le coup, on est sur un sujet qui est très, très transversal à toute forme d'organisation. Hein. Finalement, ça peut être aussi bien les fondations. Et toi, d'ailleurs, qui est au conseil d'administration de la Croix-Rouge, il y a des sujets aussi à la Croix-Rouge en termes d'ESG, alors qu'on peut se dire que l'objet social de la Croix-Rouge est évidemment très vertueux. Ah bah, c'est clair, sur la Croix-Rouge, si on veut y revenir en 2 minutes, c'est clair que c'est pas parce qu'on est une asso avec déjà dans la démarche de la mission qui est au cœur de l'asso, mais dans les faits, les sujets ESG, on n'est pas là pour se le cacher, hein, dans le conseil d'administration, on les a entrevus sur certaines des stratégies sans en faire vraiment un vrai levier stratégique. Alors on commence à le faire depuis la dernière mandature, on a beaucoup travaillé dessus en créant à l'initiative de la France une charte internationale sur le climat notamment, mais dans les faits, c'est des vrais sujets qu'on a pour la prochaine mandature qui arrive aussi, te dire comment on remet de l'ESG au cœur de nos stratégies et du fonctionnement du conseil d'administration. Ouais. Moi, par rapport à ce que vient de dire Gaëtan sur les startups, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux types. Il y a les startups, entre guillemets, dont c'est l'activité même d'ailleurs, hein, cette préoccupation environnementale. Enfin, moi, je suis assez marqué par évidemment des entreprises familiales comme Back Market ou 77 Food ou Neo Silva. Enfin, c'est des boîtes, enfin, quand je dis familiales, c'est des boîtes dans lesquelles on est actionnaire au niveau familial et qui sont des modèles où la raison d'être même et la transition environnementale. Hein. La première, c'est sur le reconditionné. Vous connaissez Back Market pour certains d'entre vous. La seconde, c'est bien sûr les substituts agroalimentaires à la nourriture animale. Et puis la troisième, c'est la gestion de forêts optimisées durable. Et moi, je suis frappé par ça, c'est-à-dire par le nombre de jeunes qui ont envie de créer ça. Et puis, il y a évidemment ensuite, ce que vous c'était les jours de Gaëtan, je ne sais pas, ces startups qui disent simplement, moi, de toute façon, ce que je cherche avant tout, c'est avoir une fintech ou je ne sais pas quoi, à faire un levier financier le plus rapide possible, non pas au service d'une cause noble, mais au service de mon enrichissement personnel. J'ai quand même l'impression, moi, qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont très sensibles à ça. Ils ne sont pas forcément cohérents, c'est un autre sujet.
Et donc, c'est bien le rôle du conseil, finalement, et quelle que soit la forme de gouvernance, finalement, que prend l'entreprise, hein, c'est bien le rôle de remettre un petit peu de cohérence et de ligne directrice, finalement, dans la stratégie. Donc, moi, je suis au conseil de l'Argo, par exemple. Effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été recrutée. C'est pour amener la compétence ESG par rapport à un modèle qui a vraiment du sens, évidemment, pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, s'assurer de cela dans le dialogue avec la direction. Mais Cécile, l'Argo, ils avaient ça dans l'ADN. Ils sont venus le chercher pour les conforter. La question qui est indirecte que pose Gaëtan, c'est qu'est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans des gens qui, finalement, n'ont pas fait leur priorité? Ça, c'est une vraie question. J'en reconnais que c'est une vraie question. Ouais, et d'autant que c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que finalement, ces enjeux sont des enjeux de long terme. Donc, ça veut dire que ces startups sont nées sans vision de long terme, s'ils ne les ont pas pris en compte. C'est quand même… Ça, c'est la sanction de la levée de fonds. C'est quand même préoccupant. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des… Stanislas, est-ce que tu veux réagir parce que tu as été directement interpellé sur l'intégration de l'ESG dans les startups? Bon, c'est déjà une question qu'on t'avait posée hein, quand tu étais intervenu dans un cercle. Oui. Alors, je pense que la réponse de Hugues est très vraie. Beaucoup ont ça dans leur ADN. Et dans ce cas-là, il y a pas de, la question est évacuée directement. Et en fait, si on regarde les générations de la création d'entreprises, le nombre d'entreprises qui ont ça dans leur ADN est beaucoup plus important sur les startups récentes que sur les générations précédentes d'entreprises qui ont été créées dans les années 80 ou les années 60. Donc ça, c'est clair. Ensuite, il y a une autre dynamique qui se passe, c'est que les startups ont une croissance très forte. Ou alors elles meurent. Mais celles qui survivent ont une croissance très forte. Et une croissance très forte, ça veut dire un grand besoin en termes de recrutement. Et un besoin en termes de recrutement, ça veut dire la nécessité d'une attractivité. Or, le projet des startups, la vision que projettent les cofondateurs sur le long terme et les valeurs deviennent des éléments absolument clés par rapport au recrutement. Dans la mesure où les startups n'ont pas de marque connue en tant que telle, eh bien, il faut bien pour attirer des talents qu'il y ait un projet et des valeurs et une vision importante. Et donc, on voit des startups qui sont créées effectivement avec assez peu de sensibilité ESG ou environnementale, très vite comprendre, en tout cas les fondateurs ou certains des fondateurs, comprendre qu'ils ont besoin de s'ouvrir à cette dimension-là, alors qu'ils le fassent par conviction, par ouverture d'esprit, par leur lecture, par leur discussion avec des amis ou un groupe, ou par pur intérêt par rapport à la croissance de leur start-up. C'est probablement un ensemble de ces différents éléments. Il n'y a pas un seul élément, mais c'est une espèce de faisceau, et puis celui-là se cristallise la nécessité pour eux de s'ouvrir à ce champ qui n'était peut-être pas naturel au départ. Et Bruno, toi qui es, merci, toi qui es administrateur de plusieurs sociétés, finalement, est-ce que c'est une dimension que tu intègres et est-ce que, parce que c'était un peu la question que je posais en ouverture de ce cercle, hein, comment on s'approprie dans l'Ouest les travaux de la Commission et finalement, est-ce qu'on questionne le rôle des administrateurs dans les transitions sociétales? Toi, dans les sociétés dans lesquelles tu es administrateur, c'est une conviction que tu portes, c'est des sujets qui sont abordés Oui, moi je crois que c'est… Alors effectivement, pour situer la réponse, moi je suis administrateur normalement, on ne va pas pouvoir tous les citer. Non, mais d'une bonne vingtaine de périmètres différents, et que ce soit des écoles, enfin je dis ça, ou d'une banque, la Banque Populaire en l'occurrence, où je préside le comité d'audit, mais également d'ETI, de start-up, etc. Moi je crois, je reviens sur ce que vient de dire Stanislas, le sens aujourd'hui, en tout cas la jeune génération, le rappelle en permanence, le sens devient prioritaire. Je pense que tout ce qui s'est passé, le Covid a renforcé cette préoccupation du sens, au sens large du terme. C'est juste la cohérence qui est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment
on peut avoir une approche assez affective du sujet, très personnifiée, parce que soi-même, on a été choqué par tel ou tel aspect. Bon, et c'est bien légitime. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait comme une cohérence de sens? Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, je prends un exemple très précis. Je suis partie d'un comité d'éthique dans lequel il travaillait pour, enfin, l'entreprise travaillait pour le groupe Total. Bon. Et la question qui était posée, c'est de savoir, c'était une branche de ce groupe qui voulait développer des nouveaux business verts. Et la question était de savoir, est-ce qu'on travaille pour ou pas, puisque Total, c'est un vilain qui fait du pétrole, etc. Enfin, je grossis le trait à un moment. Et il y avait vraiment une tension au sein de ce comité éthique en disant, mais attendez, certains disant, mais il faut les aider, ils sont en train de démarcher, ils ont plein de fric, si ce n'est pas eux qui vont tirer la démarche, ben c'est une catastrophe. Et puis les autres disant, non, mais ça ne va pas, on ne va pas les aider, eux, il faut qu'ils meurent parce que c'était du vilain pétrole. Bon, je grossis le trait à dessein, mais je suis frappé de voir, en tout cas, quand je suis administrateur de banque, etc., de voir à quel point le nombre de sujets se résume à des visions très personnelles et non pas une capacité à prendre le recul nécessaire du chemin de la trajectoire. Et donc, moi, je dirais, il y a 2 maîtres mots qui me paraissent importants. C'est 1, la gestion du sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire a du sens pour plus tard. Et 2, le chemin que ça prend. Parce que, de même, des emballements de gens qui partent tous, tout feu, tout flamme, pour faire un truc idéal, mais qui, du coup, économiquement, ne permet pas la rentabilité de notre relation, bah, ça s'arrête, feu l'artifice. Parce que, comme le disait Stanislas, soit il y a une croissance, soit elle meurt. Bon, pour les startups. Et aujourd'hui, moi, je ne tiens pas à ce que les entreprises meurent, je tiens à ce qu'elles se mettent sur le chemin et qu'il y ait une démarche globale. Donc, je crois qu'il faut sans arrêt s'interroger sur le sens en acceptant, en tant qu'administrateur, que finalement, l'équipe dirigeante, à la fois soit interpellée, mais après soit maître du jeu, de savoir le tempo, les priorités à faire. Sinon, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Vous savez, je suis administrateur de Dancia, donc en plus on a un certificat avec l'IFA, une démarche de formation avec l'IFA et Audencia. Audencia s'est positionné sur la responsabilité sociétale et environnementale dans les business schools. La première, il y a 25 ans. Hein. Et je me souviens qu'à l'époque, d'autres écoles faisaient les choix d'alimenter la grande finance, la haute finance, en un collaborateur de haut niveau. Ben, on a accepté pendant des années de reculer dans le classement parce qu'évidemment, les gens dans le classement, ce qui compte, c'est le salaire de sortie. Et quand on fait de la RSE, ce n'est pas le même salaire de sortie quand on fait de la haute finance. Enfin, c'était pas la même chose. Bon. Aujourd'hui, on est très heureux de voir qu'il y a à nouveau beaucoup plus de candidats qui sont aujourd'hui en train de se positionner sur Dancia. Cécile est également administrateur avec moi, donc elle voit ce dont je parle. Et c'est nouveau, mais ça n'existait pas il y a 4-5 ans. Donc on peut s'en réjouir. Vraiment, ça montre bien cette capacité de gens à se mettre en cohérence entre le sens, une trajectoire longue et une implication personnelle dans un groupe préconstitué qui réfléchit à des enjeux majeurs. Merci. Alors, il n'y a pas beaucoup de réactions. Non, je crois qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, on les a saoulés. Je parle trop vite. Est-ce qu'il y a des dirigeants de PME ou qui peuvent nous... Voilà, parce que c'est vrai que... Ah, voilà, merci Isabelle. Si on veut questionner le rôle des administrateurs de l'Ouest dans les transitions, voilà, il y a peut-être des témoignages aussi de PME. Merci Isabelle. Donc moi, voilà, j'ai créé et dirigé une PME pendant 15 ans. J'ai transmis la direction opérationnelle à un directeur qui est général, qui est devenu notre associé il y a 1 an. Donc là, la transition s'est faite, c'est un choix de gouvernance qui date il y a 2 ans. Et en fait, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que je vais partager à mes associés l'enregistrement. Parce que le sujet chez nous, c'est effectivement c'est le sujet du sens. Puis vraiment, je te remercie Cécile d'avoir rappelé la loi Pacte. Et en fait, en tant que fondateur, justement la semaine dernière, on était en train de travailler notre raison d'être, mais en tant que fondateur, on est responsable du sens et également je trouve que la réglementation aujourd'hui appuie l'importance de pas seulement être d'accord, mais de laisser des traces, en fait, de l'importance et l'économique. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui correspond exactement à nos sujets d'actualité au comité stratégique. C'est évidemment l'économique en premier. Évidemment qu'on peut réfléchir plus facilement à l'impact environnemental et sociétal de nos PME quand l'aspect économique est stable
à peu près dans la durée, si on veut être clair, hein. Moi, je parle d'une PME de 45 personnes, hein, donc vraiment 3 600 000 € de chiffre d'affaires, une petite entreprise. Mais effectivement, même avec cette petite taille et même le sujet du sens, les indicateurs extra-financiers en fait doivent être inscrits dans la stratégie. Donc en fait, voilà, je voulais juste vous dire que je suis ravie d'entendre un discours très terrain de nous, ce qui nous concerne en tant que voilà, petite entreprise implantée sur le territoire, entreprise familiale qui fait voilà, des choix de gouvernance au profit d'un développement, parce que ce qui arrive parfois dans les entreprises, c'est qu'on a un profil pour créer, pour créer, mais pas forcément le meilleur profil pour développer. Il faut faire des choix de gouvernance qui nous conviennent. Et il se fait que, voilà, moi, du coup, j'oriente mon activité vers l'accompagnement des entreprises dans le développement durable pour les petites entreprises. Mais voilà, donc là, tous les sujets, je les trouve très terrain et vraiment, je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Je me sens, voilà, administratrice de mon entreprise et finalement, dans ma petite entreprise, je représente à moi seule la surveillance. Mais j'ai aussi, là, avec le webinaire aujourd'hui, des arguments pour dire de toutes les façons, la loi Pacte nous impose de laisser des traces parce qu'en fait, dans les PME aujourd'hui, peut-être qu'on en est à « OK, on est d'accord sur le sujet, on va y aller », mais on ne laisse pas autant de traces que tous nos tableaux de bord analytiques et les indicateurs extra-financiers, en fait, on peut les inscrire dans la stratégie. Enfin, voilà. Avec un enjeu particulier pour les PME de bien hiérarchiser les enjeux parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut. C'est exactement notre sujet, c'est-à-dire, oui, nous sommes d'accord, globalement, l'ensemble du comité stratégique, enfin, qui est composé des 4 associés, dont le directeur général qui n'est pas familial. Nous sommes tous d'accord en général sur l'importance d'une stratégie de développement durable, mais bien sûr que ça passe par d'abord avoir une économie stable. Mais en fait, prioriser, en fait, la priorisation est primordiale aujourd'hui pour les PME. C'est-à-dire que moi, je suis pour prioriser vers les premières actions, les quick wins, qui vont directement intéresser l'entreprise dans son objectif de rentabilité, en fait, hein, tout simplement. Et après, dans sa communication avec ses parties prenantes. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que le webinaire d'aujourd'hui, je vais le partager à l'ensemble de mes associés. Merci beaucoup. Merci. Oui, et c'est vrai qu'on l'a un peu effleuré à travers effectivement les projets de Bruno ou d'autres entreprises qui se transforment en entreprises à mission. On a aussi un peu effleuré le sujet du comité de parties prenantes et je sais qu'il y a pas mal d'entreprises de la région qui réfléchissent au comité de parties prenantes également pour compléter le regard du conseil d'administration, du regard des parties prenantes externes et internes, hein, parce qu'il peut y avoir des investisseurs ou des salariés dans les comités de parties prenantes. D'ailleurs, s'agissant des entreprises à mission, il faut au moins un salarié. Oui, Stanislas, je crois que tu lèves la main. Oui, je voulais compléter par une autre dimension, c'est la communication externe de la stratégie RSE. Donc, bien sûr, il faut d'abord le faire pour des raisons internes, des raisons de résilience. C'est ce qu'a dit Bruno tout à l'heure sur l'aspect résilience est absolument captivant parce que pendant des années, effectivement, les financiers nous disaient c'est difficile de mesurer tout ça. En fait, si vous faites ça, ça sera au détriment de la performance économique. Et donc, on voit que non seulement ça n'a pas d'effet négatif sur la performance économique, mais ça a des effets positifs sur la résilience à long terme. Et la communication extérieure, elle est aussi en termes d'export et de développement international. C'est-à-dire que être capable de synthétiser ces actions-là et sa stratégie RSE en termes qui soient compréhensibles par les étrangers, donc en anglais, en American English, comme on dit, est quelque chose qui est un argument important pour les acheteurs internationaux et donc pour les PME et les ETI qui ont une activité soit importante dès maintenant, soit des stratégies d'augmenter la part de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires sur l'international. C'est un élément qui est capital parce que c'est quelque chose sur lequel, en fait, l'ensemble
des décisionnaires européens et mondiaux se retrouvent. S'il y a bien quelques éléments qui sont communs dans la culture des entrepreneurs, en dehors effectivement des revenus et de la marge et des profits, c'est également cette préoccupation que tous ont globalement pour l'avenir de la planète et puis les droits humains. Donc ne pas oublier que c'est un élément important d'une stratégie de développement international. Ok, merci pour cette précision, ça me paraît important. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut expliciter peut-être à un moment justement les risques et opportunités pour se dire finalement, il y a aussi beaucoup d'opportunités associées et donc peut-être ça vaut le coup, même s'il y a des coûts associés à une démarche ESG poussée et alignée sur les grands objectifs internationaux. Ok, écoutez, je pense que comme il n'y a pas beaucoup de si, il y a Bruno qui lève la main. Non, mais juste en réaction par rapport, je pense que la notion de temps étant vraiment fondamentale sur la démarche, la périodicité, je ne sais pas si c'est 5 ans comme on le fait nous avec un plan stratégique, mais la périodicité qui dépasse le cadre budgétaire est essentielle. C'est-à-dire que l'une des bonnes façons de démarrer avec la conseil d'administration la question, c'est où est-ce qu'on veut être là, où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 5 ans. Dans 10 ans, ce qui est bien, c'est évidemment, ça n'engage pas trop, ça fait rêver, etc. Mais ça, du coup, ça oblige à préciser le chemin qui ensuite se traduit par des trucs intermédiaires. 5 ans ou 3 ans, je ne sais pas, peu importe la périodicité qu'on va avoir. Et je trouve que c'est très important parce que si c'est René Char, si on ne voit pas l'étoile, on a du mal à lui accrocher le sillon, quoi. Donc, je crois que c'est vraiment l'une des premières manières de travailler avec un conseil d'administration, pour être très concret, c'est de se dire, au fait, qu'est-ce qu'on veut être dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on veut avoir fait? Développer une vision, en fait. Et diviser une vision. Et après, c'est tellement plus facile. Et ensuite, y revenir régulièrement de manière périodique. Voilà, parce qu'après, tu fais des indicateurs de suivi, tu fais des mesures, tu vois si c'est externe, interne. Voilà, c'est simplement ça que je peux dire. Ok, merci. Qui d'autre a levé la main? Jean-Pierre et Sartel. Oui, bonjour et rebonjour à tous. Je voulais juste vous faire un petit témoignage. J'ai vu passer une petite info, quelqu'un qui parlait de financement, etc., s'il y a des impacts là-dessus. Alors, moi, je suis fondateur en fait d'un éditeur de logiciel national Logic-Mac Technologies. J'ai d'ailleurs sorti de l'opérationnel l'année dernière à la faveur du Covid. Et désormais, je suis consultant pour mon entreprise. Et en fait, dans le cadre on va dire, de rapprochement de LBO et autres fusions, j'ai été étonné, on travaille dans l'e-santé, très en vogue là-dessus, de voir que des fonds spécialisés, qui sont très importants, français et européens, en fait, avaient des marqueurs ESG et le mettaient en avant, on va dire un peu comme marque de fabrique. Et donc, j'en ai déduit que ces fonds s'intéresseraient sans doute aussi aux performances extra-financières qui étaient proposées par les entreprises qui pouvaient les intéresser. Donc, sans doute que c'est aussi en termes de valorisation et peut-être en termes de liquidité pour des cessions d'entreprise, un facteur clé de succès de s'engager dans cette démarche. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vu des entreprises s'engager justement juste avant une restructuration, et en l'occurrence, elles allaient être absorbées pour favoriser la valorisation de l'entreprise aussi. Donc, il y a bien un enjeu. Alors, la question, c'était, je m'interroge sur l'impact de l'ESG sur les capacités à obtenir des financements. Alors, comme on l'a dit, il y a des fonds qui s'intéressent clairement. Il y a même des fonds à impact qui ont été créés, qui prennent un des objectifs de développement durable et qui ne financent que les entreprises qui contribuent à cet objectif de développement durable. Mais preuve à l'appui, en fait. Effectivement, on n'est pas juste sur du déclaratif, on est sur un suivi. Et donc, par exemple, des prêts qui ne seront en taux bonifié que si les objectifs sont atteints. C'est effectivement des prêts à impact qui se développent. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de tout le monde ou est-ce qu'il y avait d'autres? Parce que comme les mains restent levées parfois, je ne sais pas si on a bien eu toutes les questions et toutes les réactions. Oui, je crois que l'ordre du jour est épuisé. Très bien. Merci, Clémence.
Alors, peut-être pour clôturer ce cercle, dire que c'était le dernier avant l'été, donc on vous souhaite un très très bel été, qu'on reprendra en septembre. Alors, on réfléchit sur du présentiel, bien évidemment, parce que comme vous, on est très très frustrés de ne pas se rencontrer en vrai. Donc, on réfléchit à des cercles de proximité autour des métropoles de l'Ouest. Et donc, si vous avez des velléités de participer ou d'animer, ou d'être au cœur de ce dispositif, faites-nous en part. Voilà. Et puis, le prochain sera sur la gouvernance intergénérationnelle. Il aura lieu en septembre, mais on est en train de se caler sur la date. Donc, désolé, on ne peut pas vous donner complètement de date. Et ce qu'on envisage, c'est de continuer quand même en distanciel, parce que ça nous permet quand même d'avoir des expertises, d'avoir de l'animation sur l'ensemble du Grand Ouest, et d'intercaler, par exemple, là on est sur un rythme élevé quand même, hein, on se voit tous les mois, on fait un cercle tous les mois, et peut-être d'intercaler une fois par trimestre des réunions présentielles pour quand même que les échanges aient lieu et le réseau se fasse également, puisque dans vos attentes dont vous nous aviez fait part en décembre dernier, il y avait également des attentes relatives au réseau et la mise en réseau des administrateurs de l'Ouest. Voilà. Donc, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à nous en faire part, à Clémence ou à moi-même. Et merci à tous de vos participations. Et bel été à tous. Merci Cécile.